La chair n'est plus un sanctuaire. Elle n'est qu'un labyrinthe de muscles et de pulsions mortes. Une architecture stérile vouée à l'oubli. C'est en son sein que nous naissons par erreur, expulsés d'un mur froid, pour ramper aussitôt dans la fange d'un monde en ruine. Puis vient le frisson d'une membrane qui se déchire, et l'inconfort moite d'une existence qui n'est plus à sa place. Ici, le plaisir a été chirurgicalement excisé, ne laissant que des plaies béantes et des couloirs circulaires qui se referment sur notre égarement. Un corps étranger s'agrippe à vos omoplates et fouille vos entrailles de ses longs doigts froids jusqu'à ne faire plus qu'un avec vous. Au début, on lutte. Puis le poison devient une habitude. On accepte que la bête creuse sa galerie sous notre peau, parce que sans elle, nous serions trop fragiles pour marcher dans le noir. Les heures passent. La torture devient un simple paysage adouci par le temps. Vous rampez vers la lumière. Vous endurez le martyre pour effleurer la délivrance. Sans voir que le monstre rivé à vos côtes possède le visage de celui que vous avez abandonné hier. On croyait s'élever vers les dieux. On n'a fait qu'emprisonner l'esprit dans un mausolée de viande. Bienvenue, installez-vous et laissez-moi vous parler de Scorn, un jeu d'horreur indépendant au design particulièrement étrange et aux thématiques bien dérangeantes. Il est développé à Belgrade en Serbie par le studio Ebb Software et est présenté pour la première fois au monde par un trailer en 2014. Et il ne lui faudra pas moins que 2 campagnes Kickstarter, la première ayant malheureusement échoué, et 8 ans supplémentaires, pour enfin sortir avec un peu d'avance sur la date originellement annoncée, le 14 octobre 2022. Et l'on peut enfin découvrir ce jeu à l'esthétique très particulière mêlant Giger et Beksinski dans un FPS horrifique au puzzle organique et tortueux. Il est intéressant de nommer que dès le départ, le studio s'est imposé un dogme. Ne pas concevoir un univers qui existe déjà, et refuser toute narration explicite. Dans Scorn, il n'y a pas de codex, pas de dialogue, pas de notes éparpillées sur un coin de table pour donner des informations aux joueurs. Les développeurs ont pensé leur œuvre comme une expérience de communication purement non verbale. Le jeu ne cherche pas à vous raconter une histoire que vous pourriez intellectualiser. Il cherche à s'adresser directement à votre système nerveux. Tout doit se comprendre par le ressenti, l'inconfort et l'intuition. Cette volonté de pureté viscérale se retrouve dans leur manière d'aborder leurs influences. S'ils citent volontiers Giger, Beksinski et Cronenberg comme pères spirituels, l'équipe s'est interdit de replonger dans leurs œuvres pendant toute la production. Les créateurs ne voulaient pas copier une esthétique de manière académique ou superficielle. Ils préféraient puiser dans leurs souvenirs altérés, dans la trace émotionnelle et le malaise que ces œuvres avaient laissé au fond de leur propre inconscient des années auparavant. Scorn n'est pas un hommage à ces artistes, mais bien la matérialisation de l'empreinte psychologique que leur art laisse dans l'esprit de ceux qui le contemplent. Cet univers ne copie pas des images, il traduit une réelle angoisse. Je ne parlerai pas beaucoup du gameplay en lui-même, car en vérité il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un survival horror à la première personne assez basique. Parfois même un peu cassé. Les puzzles sont bien construits et sont visuellement intéressants de par leur design se perdant entre chair et métal, mais pas grand-chose sur lequel réellement s'attarder. Tout le sel du jeu repose sur son univers, ses visuels, mais aussi et surtout les interprétations que l'on peut en faire. Alors je vous laisse plonger avec moi dans les entrailles crasseuses de ce jeu, pour en extirper toutes les vérités, même les plus sombres. Pour comprendre l'agonie que nous traversons à l'écran, il faut d'abord exhumer l'histoire de ce monde. Une histoire que Scorn ne nous raconte jamais directement, mais qui est gravée dans ses ruines. Au cœur d'un désert de chair se dresse Polis. Une mégapole impériale où les élites ont fusionné leurs esprits dans une immense ruche cérébrale, cherchant la transcendance absolue. Pour maintenir cette utopie stérile, cette société a créé des vagues d'esclaves biologiques. D'abord les homunculi, ces fœtus cybernétiques enfermés dans des bocaux, utilisés comme de vulgaires batteries organiques pour alimenter la ville.
Puis les Moldmen, une sous-espèce cultivée en masse dans des usines pour accomplir les tâches ingrates et servir de consommables. Mais la perfection a un prix. Les homunculi se sont révoltés, déclenchant une guerre civile d'une violence sans nom. C'est de ce conflit que sont nées les créatures du cratère. Une arme biologique, une tumeur bactérienne géante qui a échappé à tout contrôle, infectant la pierre, les machines et les corps. Et c'est ici que notre calvaire commence. Dans le prologue, nous incarnons un humanoïde. Après avoir réactivé une usine de Moldmen pour avancer vers la capitale, il est pris dans une explosion de fluide corrompu. Laissé pour mort, l'infection le ronge hors champ. Le mutant lentement en un parasite cauchemardesque. Des siècles plus tard, le mur de la Genèse expulse notre second protagoniste. Voyageur solitaire dans un monde mort, il entame sa marche vers Polis pour rejoindre ses semblables ayant déjà connu l'ascension. Mais en chemin, le passé le rattrape. Il est attaqué et assimilé par le parasite, qui n'est autre que le premier personnage que nous incarnons. Ensemble fusionnés dans une symbiose douloureuse, ils traversent les épreuves pour atteindre le cœur de Polis. Là, notre personnage tente le tout pour le tout. Télécharger son esprit dans la ruche, et malgré les lourdes blessures infligées par ce dernier rituel, prendre possession de la coquille vide d'un membre de son espèce pour transporter son corps meurtri vers le portail de la transcendance, menant à l'extase ultime. Mais l'égoïsme et la jalousie du parasite brisent ce rêve sur le seuil de la délivrance. Il nous arrache à la machine, nous mutile et nous fusionne à lui pour toujours. Nous ne sommes plus des dieux. Nous faisons désormais partie de la biomasse infectieuse qui dévore le monde. Traverser ce monde, c'est comme arpenter un cimetière monumental dont le deuil est fait depuis des siècles. Pour concevoir ces panoramas de désolation, les développeurs d'Ebb Software ont puisé dans l'œuvre du peintre polonais Beksinski. Chez lui, les paysages ne sont pas faits de briques ou de pierres, mais d'une matière indéfinissable, fusionnant l'architecture et les structures osseuses fossilisées. Tout y transpire une immense tristesse, une mélancolie post-apocalyptique où la vie semble avoir été pétrifiée dans son propre échec. Dans Scorn, cette influence éclate dès que l'on quitte les boyaux industriels pour contempler les structures extérieures. Et plus tard, la cité de Polis. On se retrouve face à des cathédrales de poussière et d'os, des déserts infinis baignés d'une lumière blafarde et stérile. Nous ne sommes pas face à une horreur graphique qui cherche à faire sursauter, mais bien face à une horreur existentielle qui nous rappelle à notre insignifiance. C'est d'ailleurs dans cette architecture du malaise que s'immisce une autre influence visuelle des développeurs, M.C. Escher et sa célèbre œuvre Relativity. Tout comme dans ces lithographies d'escaliers impossibles qui défient la gravité et s'entrecroisent à l'infini, les structures de Scorn perdent le joueur. Les perspectives sont inversées, les couloirs circulaires se referment sur eux-mêmes, et les puzzles demandent de manipuler des niveaux superposés qui semblent n'avoir aucune logique humaine.
Cette géométrie paradoxale n'est pas là par hasard. Elle matérialise visuellement la confusion et l'égarement. Et c'est avec cela que les développeurs veulent terrifier leur public. Pas forcément avec du gore et du sang à outrance, mais bien en leur infligeant une profonde sensation de malaise liée à leur conscience de l'espace dans lequel il évolue. Mais c'est aussi en observant ces architectures vides et chaotiques que l'on comprend le drame macroscopique de cette civilisation. Les élites de police ont atteint un tel sommet technologique et biologique qu'elles ont cru pouvoir s'affranchir de la mort elle-même en créant cette immense ruche cérébrale. Mais en voulant devenir des dieux immortels, ils ont bâti leur propre mausolée. Ils ont éradiqué la nature pour la remplacer par une technologie froide mêlée à des formes de vie organiques profanées, condamnant ainsi leur monde à la stérilité absolue. Les places publiques sont désertes, les statues géantes glorifient des corps qui n'existent plus, et les couveuses sont désespérément vides. Le deuil de cette civilisation est profondément silencieux. C'est le constat d'une utopie biologique et mécanique ratée qui a même oublié comment mourir, et qui attend simplement que la gravité et la poussière finissent le travail. Mais pour que ce mausolée tienne encore un tant soit peu debout, et pour que cette civilisation stérile continue de fonctionner, il lui fallait une source d'énergie. C'est donc ici que l'influence du peintre polonais s'efface pour laisser place à la noirceur chirurgicale de Giger. Chez lui, la fusion de la chair et de la machine n'est jamais esthétique, et bien souvent profondément sexuelle. Et Scorn pousse ce concept jusqu'à son point de rupture le plus dérangeant. En psychanalyse freudienne, l'existence humaine est gouvernée par deux forces fondamentales et opposées. Eros, la pulsion de vie, de plaisir et de reproduction, et Thanatos, la pulsion de mort, de destruction et de retour à l'état inanimé. Dans le monde réel, le sexe est le domaine d'Eros. Dans Scorn, il a été entièrement colonisé par Thanatos. Regardez comment on interagit avec cet univers. La sexualité y est omniprésente, mais elle est vidée de tout plaisir, de tout érotisme. Elle a été industrialisée, mécanisée, transformée en une corvée proche de la torture. Pour ouvrir des portes, pour activer des ascenseurs, le protagoniste doit enfoncer ses doigts ou des pistons dans des orifices charnus, et cela en provoquant toujours de grandes souffrances à notre protagoniste. Impossible ici de ne pas tracer un parallèle évident avec le cinéma de David Cronenberg, et plus particulièrement Existence, sorti en 1999. Dans ce film, Cronenberg imaginait des consoles de jeux faites de tissus vivants que l'on branchait directement sur des biopores insérés dans la colonne vertébrale, mais aussi et surtout ce fameux pistolet biomécanique qui tirait des dents humaines. Dans Existence comme dans Scorn, l'objet technologique n'est plus un outil inerte en plastique ou en métal que l'on tient à distance. Il devient une extension douloureuse de notre propre biologie. Les armes de Scorn n'en sont pas seulement. Elles sont des appendices vivants affamés qui exigent une symbiose physique pour fonctionner. L'armement n'est plus synonyme de puissance ou de pouvoir, comme dans la majorité des jeux de tir. Il est une source supplémentaire de vulnérabilité. On ne domine pas cet univers avec nos outils. On est forcé de fusionner avec eux pour espérer survivre quelques minutes de plus. Le corps est complètement désacralisé. Même la reproduction a perdu son caractère sacré. Les êtres ne naissent plus d'une union ou d'un élan d'amour. Ils sont cultivés comme des légumes, suspendus à des structures utérines ou expulsés à la chaîne du mur de la Genèse. Ou encore amenés par un rituel complexe associé à de la torture plus qu'à du plaisir, comme on peut le constater dans l'acte final de notre personnage. Qui, attaché à une chaise de torture, se retrouve délesté de sa semence dans la douleur, par une machine permettant de féconder 2 autres êtres de son espèce. Avant qu'il ne puisse enfin atteindre la transcendance. C'est le triomphe absolu de la névrose d'une société qui a transformé l'acte sexuel, pulsion de vie par excellence, en un automatisme froid destiné à alimenter une machine à l'agonie. Le corps n'est plus un temple, c'est un outil interchangeable, une pièce détachée que l'on mutile et que l'on jette après usage. Il est créé et recyclé comme notre société le fait avec du plastique. La chair n'est qu'un outil, une ressource que l'on peut remplacer et recycler à l'infini. Et c'est dans cette usine à viande où l'individu n'est qu'un consommable interchangeable que l'on peut chercher une interprétation plus métaphorique à ce jeu. Ce monde en boucle, où les corps sont brisés, jetés, puis recyclés, devient le miroir d'un autre type de prison. Bien plus réelle cette fois, celle de la dépression et de l'addiction.
Car qu'est-ce que la maladie mentale sinon cette sensation de n'être plus qu'un automate biologique condamné à répéter les mêmes gestes douloureux dans un quotidien vide de sens? Pour le comprendre, rembobinons quelque peu et revenons au point de départ du calvaire de notre personnage. Expulsé du mur de la Genèse, un immense mur aux formes gynécologiques suggestives, faisant naître en ce monde tout être, notre protagoniste s'éveille déjà au monde dans la douleur. Comme beaucoup dès la naissance, il aurait pu s'écraser au sol ou tomber dans un gouffre et mourir. Telle est la loi dans ce monde. Et avec cette simple action, l'on peut déjà entamer un début d'interprétation. Cette image peut totalement faire écho à la théorie du traumatisme de la naissance d'Otto-Rank, qui induit que la naissance est une source importante de traumatisme pour l'humain, et serait la base même de la majorité des névroses développées au cours de son existence. Et en effet, Scorn, par cet acte mimétique d'accouchement, représente très littéralement cette expulsion du paradis utérin vers l'enfer de la réalité. Ce qui fait une excellente entrée en matière pour un jeu qui peut facilement se laisser interpréter comme une métaphore de la dépression et de l'addiction. Car chaque pas est douloureux, chaque action faite pour s'en sortir ou juste pour avancer n'est qu'agonie. On ne peut pas se défendre, ouvrir une porte ou même se soigner sans souffrir le martyre. Notre personnage est constamment disséqué et écartelé sous nos yeux. Et cela fait directement écho à la dépression, qui nous prend toutes nos forces et rend chaque action du quotidien quasiment impossible à réaliser, tant elle nous demande d'efforts et déchire notre âme. Et c'est là que l'addiction entre aussi en jeu. Très vite, notre personnage se retrouve parasité par une autre créature, qui s'agrippe à lui et fourrage ses entrailles en permanence. Mais ce parasite est la seule chose qui nous permet réellement de nous en sortir. C'est lui qui nous permet d'utiliser des armes pour nous défendre, ou encore de nous soigner, bien qu'il nous tue à petit feu. Et donc ne serait-ce pas là la métaphore parfaite de l'addiction? Qu'elle soit à base d'alcool, de cigarettes ou d'autres drogues, ne nous a-t-elle pas tentés au départ car elle semblait pouvoir adoucir nos maux et nous permettre d'avancer? Dans Scorn, le personnage essaie de se libérer de ce parasite. Il lutte pour faire cesser ce nouveau type de souffrance qui s'accroche à lui. Mais il ne peut complètement le faire, car sans lui, il se retrouverait complètement vulnérable. Et je trouve que c'est justement ce dilemme qui représente si bien la lutte que toute personne addicte à une substance ressent en tentant de s'en libérer. Essayer de passer de quelque chose qui te tue à une souffrance que tu n'es pas sûr de pouvoir affronter seul. Et au-delà de la substance, ce parasite dessine aussi la cartographie parfaite d'une relation toxique et abusive. Une dynamique d'emprise où le bourreau et la victime finissent par ne faire plus qu'un. Au début, cette entité s'impose. Elle s'insère de force dans l'intimité du protagoniste et lui arrache des morceaux de chair. C'est l'effraction traumatique. On s'habitue à sa présence, on dépend de lui pour interagir avec le monde, et on accepte la douleur qu'il nous inflige comme le prix à payer pour ne pas rester seul dans le noir. C'est le propre d'une relation dysfonctionnelle. Le poison devient l'habitude. On sait pertinemment que ce lien nous détruit à petit feu, qu'il nous ronge les entrailles, mais l'idée même de s'en séparer provoque un vertige de vulnérabilité encore plus terrifiant que la torture quotidienne. Le parasite nous utilise comme vaisseau pour atteindre son ascension, se fichant de ce qu'il nous fait endurer. Puis, voyant qu'on réussit à se libérer de lui et qu'il perd la possibilité d'atteindre son objectif, il décide de nous détruire plutôt que de nous voir réussir là où lui-même a échoué. S'il ne peut obtenir l'extase, personne ne l'aura. C'est la politique de la terre brûlée émotionnelle. Détruire l'autre pour ne pas le voir s'en sortir sans soi. Le parasite peut aussi être simplement l'incarnation de la maladie. La dépression, c'est cette part de toi-même qui s'est effondrée et qui s'accroche à ton dos. Elle se nourrit de tes forces, te mutile de l'intérieur, et à chaque fois que tu essayes de lever les yeux vers la lumière, elle te rappelle ton poids. Et au milieu de ce discours, la plupart du temps, les médias nous vendent la résilience. Souffre, bats-toi et tu t'en sortiras. Alors que courageusement, Scorn nous semble dire l'inverse. Une vérité thérapeutique bien souvent taboue. Parfois, on fait tout ce qu'il faut, on endure la douleur, on rampe jusqu'au bout et on échoue quand même. La fin du jeu peut être vue comme la rechute fatale, le moment où, épuisé d'avoir lutté, l'état dépressif ou l'addiction te tire vers le bas et te fige définitivement dans l'inertie. Comme le parasite rattrape le protagoniste juste devant les portes de sa libération, fusionne avec lui en une masse informe et lui retire à tout jamais le bonheur absolu de la transcendance pour laquelle il a tant lutté. Mais derrière ce parasite, ce bourreau qui sabote nos derniers instants de liberté, ne se cache pas un monstre inconnu. C'est le premier humanoïde,
celui que nous incarnions dans le prologue. La boucle de l'autodestruction est bouclée. Le parasite qui nous ronge, c'est notre propre passé qui revient réclamer son dû. Une part de nous-mêmes que l'on a brisée, qui refuse de crever seul dans le noir, et qui, par pure jalousie, par un désespoir viscéral, nous agrippe pour nous empêcher de nous libérer. Dans Scorn, on ne peut pas échapper à ces traumatismes. On finit littéralement englué par eux. Prisonnier de cette chair fusionnée, incapable du moindre mouvement, le protagoniste n'est plus qu'un vestige immobile. Le miroir intime du désastre beaucoup plus vaste qui a englouti la civilisation dont il vient. Scorn n'est pas un jeu qui cherche seulement à divertir. C'est une autopsie des plus grandes terreurs existentielles. À travers les architectures titanesques et désolées, il nous montre le deuil inévitable d'un monde qui a confondu la transcendance et l'immobilité. À travers les rituels à la frontière du mécanique et de l'organique, il nous confronte à la violence d'une chair industrialisée, vidée de son humanité et réduite à une matière recyclable. Et enfin, dans la claustrophobie de son gameplay tortueux, il dresse un portrait honnête et terrifiant de la lutte contre la dépression et l'addiction. Ce combat usant où notre propre passé nous sert de béquille toxique tout en étant notre bourreau. Dans un paysage culturel obsédé par la résilience obligatoire et les fins heureuses, Scorn a le courage du nihilisme. Il ose nous rappeler que la douleur ne nous fait pas toujours grandir et aller de l'avant. Que parfois, malgré les efforts, la souffrance et une lutte acharnée, la maladie gagne tout de même du terrain et nous fige à jamais sur le seuil de notre propre guérison. On ne ressort pas indemne des entrailles de ce monde, car en y plongeant, on y croise seulement notre propre reflet. Celui d'une masse fragile qui tente de s'élever, mais qui reste désespérément condamnée à sa propre condition. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets dont vous voulez me voir parler, ce sera avec plaisir que je m'en emparerai. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.